Voici comment les placements à haut risque favorisèrent Hitler. Dans son édition du 24 novembre 1933, le New York Times parlait d'un petit livre signé par un certain Sidney Warburg. Il était sorti la même année aux Pays-Bas sous le titre Les ressources du national-socialisme, 3 conversations avec Hitler. Et il fut interdit quelques jours seulement après sa mise en rayon dans les librairies. Les quelques livres qui échappèrent à la censure furent traduits en anglais. L'exemplaire qui était exposé au British Museum fut plus tard interdit d'accès au public et aux chercheurs. L'auteur, Sidney Warburg, y est présenté comme faisant partie de l'une des plus grandes familles de banquiers des États-Unis, mais son contenu fut démenti par la famille Warburg. Ce petit livre mystérieux expose l'histoire secrète du financement d'Adolf Hitler par les banques américaines et anglaises. Entre 1924 et 1931, Wall Street, à travers les plans de Dawes et Young, avait accordé un prêt d'un total de 138 milliards de marks à l'Allemagne, qui versa seulement 86 milliards de réparations de guerre. Ces aides devaient encore se prolonger. Cet énorme financement par les États-Unis permit en fait à l'Allemagne de se préparer de nouveau à la guerre. Les prêts qui lui furent consentis étaient réunis à partir des fonds publics provenant de la vente des obligations allemandes à Wall Street, et les familles Morgan et Warburg en tirèrent d'énormes profits. Mais ce processus rencontra un problème en raison des pressions exercées par la France. Des crédits accordés à l'Allemagne et à l'Autriche par les États-Unis furent gelés et une grande partie de l'argent des réparations, qui provenait en fait de Wall Street, fut versée directement à la France. Ayant la France de plus en plus en aversion, les banquiers de Morgan, Rockefeller et les chefs de la Réserve fédérale se réunirent en juin 1926 pour discuter de la façon de libérer l'Allemagne de la pression française. La réunion déboucha sur un plan. Il fallait passer sur la révolution pour se débarrasser de l'emprise des Français. Hitler était vu comme un possible leader. Porteur d'un passeport diplomatique et d'une lettre personnelle de Rockefeller et du président Hoover, Sidney Warburg fut envoyé pour rencontrer Hitler. La première tentative de contact entre Sidney et les nazis n'aboutit pas, le consulat américain en place à Munich étant incompétent. Mais grâce à l'aide du maire de Munich, entre guillemets, Sidney put enfin rencontrer Hitler. Lors de son premier entretien, Wall Street posait ses conditions à Hitler. Une politique étrangère offensive afin d'attiser les représailles de la France. Hitler demanda le prix fort et répondit que la discussion serait plus facile avec 100 millions de marks, soit 24 millions de dollars. Sidney en rendit compte à New York et les banquiers se dirent que Hitler en demandait trop, que 24 millions de dollars était une somme anormalement élevée. Ils lui proposèrent seulement 10 millions. Hitler, qui n'était pas encore en position de pouvoir à l'époque, accepta cette somme au rabais. À sa demande, l'argent fut versé dans une banque aux Pays-Bas, entre parenthèses la Mendelssohn Co. Bank, puis divisé en plusieurs chèques envoyés dans 10 villes allemandes. Lorsque Sidney rentra à New York pour faire son rapport, Rockefeller devint un grand admirateur de Hitler. Par la suite, le New York Times commença subitement et régulièrement à présenter les discours de Hitler et de la doctrine nazie. En décembre 1929, l'université de Harvard commença à étudier le mouvement national-socialiste allemand. Lorsque le président Hoover promit en 1931 à la France qu'on lui demanderait d'abord son avis pour toute solution relative à la dette, il tomba immédiatement en disgrâce à Washington et de nombreux historiens pensent qu'il y a là une relation directe avec sa défaite aux élections suivantes. En octobre 1931, Hitler envoya une lettre à Sidney. Les banquiers de Wall Street convoquèrent une autre réunion, à laquelle participa Montagu Norman, le président de la Banque d'Angleterre. Deux tendances se dessinèrent. L'une conduite par Rockefeller, qui soutenait Hitler, et une autre qui n'avait pas d'avis très clair. Montagu Norman pensait que dépenser 10 millions sur Hitler était suffisant, car il soupçonnait qu'il ne passerait jamais à l'action. On décida finalement de continuer à soutenir le Führer. À l'occasion d'une nouvelle visite de Sidney en Allemagne, quelqu'un lui fit remarquer, pendant une réunion du parti hitlérien, que la section d'assaut nazie et les SS manquaient de mitrailleuses, de fusils et de pistolets. À cette époque, de grands stocks d'armes et de matériel se trouvaient en dépôt dans les pays frontaliers de l'Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche. Il suffisait donc que l'Allemagne paie pour qu'ils soient débloqués immédiatement. Hitler finit par dire à Sidney qu'il avait deux plans pour la conquête du pouvoir, soit par la violence, soit par les urnes. Il ajouta: pour un coup d'État, il faut 500 millions de marks.
Pour gouverner légalement, 200 millions suffisent. Qu'allez-vous décider? 5 jours plus tard, Wall Street répondit par télégramme. Impossible d'accepter une telle somme. Ne voulons ni ne pouvons accepter. Expliquez à cette personne qu'un transfert de fonds à cette échelle en Europe fera trembler l'ensemble du marché financier. Sydney fit un nouveau rapport et 3 jours plus tard, Wall Street répondit de nouveau par télégramme. Rapport reçu. Préparons 10 millions. Au maximum 15 millions de dollars. Dites à cette personne nécessité de choisir politique étrangère offensive. Le chemin qu'allait emprunter ces 15 millions de dollars fut décidé par Wall Street. L'origine des fonds devait rester secrète. 5 millions furent versés à Mendelssohn Co. Bank à Amsterdam, 5 millions à la Rotterdamsche Bankvereinigung et 5 millions à la Banca Italiana. Le 27 février 1933, la nuit de l'incendie criminel du Reichstag, Sydney et Hitler en étaient à leur 3e entrevue, et ce dernier annonça qu'il avait besoin d'au moins 100 millions de marks pour finir de s'emparer du pouvoir. Wall Street n'accepta de donner que 7 millions de dollars, Hitler demanda d'envoyer 5 millions à la Banca Italiana à Rome et les 2 millions restants à la Rhenania Joint Stock Company à Düsseldorf. Après la fin de sa mission, Sydney ne put s'empêcher de se lamenter. J'ai mené ma mission jusqu'au bout dans ses moindres détails. Hitler est le dictateur du plus grand pays européen. Le monde l'a maintenant vu à l'œuvre depuis plusieurs mois. Mon opinion sur lui n'a maintenant plus aucune importance. Ses actions prouveront qu'il est mauvais. Ce que je pense qu'il est. Pour le bien du peuple allemand, j'espère de tout mon cœur me tromper. Le monde continue de souffrir sous un système qui a plié devant un Hitler pour rester sur ses pieds. Pauvre monde, pauvre humanité. L'Allemagne nazie financée par Wall Street. Le 30 janvier 1933, Hitler était nommé chancelier. L'Allemagne s'était non seulement déjà sortie de l'hyperinflation de 1923, mais en outre, elle récupérait étrangement vite de la récession sévère qui balayait encore le monde. Toujours sous la pression du coût énorme des réparations de la guerre précédente, elle parvenait néanmoins à s'équiper pour préparer la suivante et devenir la plus puissante armée d'Europe en un laps de temps record. Cette performance est à comparer avec le sort des États-Unis. Première puissance mondiale mais engluée dans le bourbier de la Grande Dépression de 1929 jusqu'en 1941, date de l'entrée en guerre et du redressement économique qui en résulta. Sans aide financière extérieure, il était matériellement impossible que l'Allemagne achève sa reprise économique et se prépare en même temps à une guerre de grande échelle en seulement 6 ans. Et si ces flux de capitaux venus de l'étranger n'avaient pas pour finalité la guerre? Il est difficile de trouver une autre explication logique. Au total, Wall Street fut la plus importante source de financement de l'Allemagne nazie. Les banquiers new-yorkais commencèrent, dès 1924, au moment de l'accalmie de l'hyperinflation, à planifier leur aide à l'Allemagne en vue d'une nouvelle guerre. Le plan de Dawes, qui débuta en 1924, et le plan de Young de 1929 furent établis à cet effet, en parfait accord avec le plan des économistes des affaires militaires de l'état-major général allemand. Owen Young, le président de la General Electric, qui appartenait à Morgan, fut le principal soutien financier de la United European, fondée en Europe par Roosevelt. C'est aussi ce même Owen Young qui fonda la Banque des règlements internationaux, entre parenthèses BRI, chargée de coordonner les partenariats entre les banquiers internationaux. Selon Carroll Quigley, célèbre historien à l'université de Georgetown et mentor de Bill Clinton, la BRI est en train de fabriquer un système financier pour contrôler le monde. Elle est elle-même contrôlée par un petit nombre de personnes en capacité de dominer le mécanisme du système politique et économique mondial. Entre 1924 et 1931, par l'intermédiaire des 2 plans cités plus haut, Wall Street accorda 138 milliards de marks de prêts à l'Allemagne, qui ne reversa que 86 milliards au titre des réparations de guerre. La différence représente un financement énorme de la part des États-Unis, 52 milliards de marks, permettant le développement accéléré de l'industrie militaire allemande. Dès 1919, le Premier ministre britannique, Lloyd George, avait prévu que l'Allemagne ne pourrait assumer les réparations de guerre fixées par le traité de Versailles et que ce pays serait un mauvais payeur ou qu'il déclarerait la guerre. Au final, on a malheureusement eu les deux. Quelques années plus tard, un membre du Congrès, Louis McFadden,
comparant les usines militaires ultramodernes des nazis avec les ateliers de production vétustes des États-Unis en pleine récession, ne put s'empêcher de dénoncer les banquiers de Wall Street et leurs complices de la Réserve fédérale qui subventionnaient l'économie de guerre allemande avec les économies des contribuables américains. Extrait du discours de Louis McFadden devant la Chambre des représentants le 10 juin 1932. Archives du Congrès. Monsieur le Président, si Dynamite Nobel, en Allemagne, souhaite vendre de la dynamite au Japon pour qu'elle soit utilisée en Mandchourie ou ailleurs, elle peut libeller en dollars les factures qu'elle émet à ses clients japonais et les envoyer à l'infâme marché libre de l'escompte de New York, où le conseil d'administration de la Réserve fédérale et ses banques régionales les achèteront et s'en serviront comme garantie pour une nouvelle émission de billets de la Réserve fédérale, tandis qu'en même temps, le conseil d'administration de la Fed aidera Dynamite Nobel en bourrant le système bancaire des États-Unis de ses actions. Pourquoi devrions-nous envoyer nos représentants à la conférence de désarmement à Genève pendant que le Conseil de la Réserve fédérale et ses banques régionales font payer par notre gouvernement les dettes japonaises dues aux fabricants de munitions allemands? Mis à part le marché d'escompte des effets de commerce de New York, qui a fourni aux industries militaires allemandes et japonaises des financements à court terme et à faible intérêt, la Fed a également envoyé des réserves d'or américains en Allemagne. D'importantes quantités d'or qui appartenaient aux déposants des banques américaines furent transportées en Allemagne sans aucune garantie. Le conseil de la Fed et ses banques régionales s'appuyaient sur les billets de trésorerie allemands pour émettre de la monnaie américaine. Plusieurs milliards de dollars furent injectés dans l'économie allemande, un processus qui se poursuit encore aujourd'hui. Le faible prix des billets de trésorerie allemands fut décidé et prolongé à New York, et c'est le prestige du gouvernement américain qui servit de garantie, et les citoyens qui en payèrent les frais. Le 27 avril 1932, la Fed transféra en Allemagne 750 000 dollars d'or appartenant aux citoyens américains. Une semaine plus tard, 300 000 dollars d'or supplémentaires partirent de la même manière en Allemagne. À la mi-mai, 12 millions de dollars or avaient été ainsi acheminés par le board de la Fed et ses banques régionales vers l'Allemagne. Chaque semaine, un navire quittait l'Amérique et traversait l'Atlantique avec une cargaison d'or à destination de l'Allemagne. Toujours McFadden, : Monsieur le Président, je crois que les épargnants ont le droit de savoir ce que la Réserve fédérale fait de leur argent. Pour être juste et exhaustif, il faut noter qu'en plus du soutien massif de Wall Street, le redressement de l'Allemagne dut aussi beaucoup à la réforme du système financier impulsée par les nazis, notamment quand la banque centrale privée allemande récupéra le pouvoir de battre monnaie. L'économie allemande effectua un bond en se libérant du processus inefficace et coûteux des obligations d'État qui servaient de garantie pour l'émission monétaire. Ainsi, le taux de chômage qui avait atteint 30% en 1933 se métamorphosa en 1938 en pénurie de main-d'œuvre. Ce n'était un secret pour personne que les entreprises américaines soutenaient le secteur technique et financier allemand. Ce soutien fut ensuite interprété par les historiens comme un accident ou un manque de clairvoyance. Cet accident permit d'améliorer considérablement la productivité de l'industrie militaire allemande. En 1934, la capacité annuelle de production de pétrole en Allemagne était de 300 000 tonnes de brut et de 800 000 tonnes d'essence synthétique, pétrole de charbon. Tout le reste dépendait des importations. Après que les entreprises pétrolières américaines eurent transféré aux Allemands en 1944 le brevet de pétrole hydrogéné, l'Allemagne fut en capacité de produire 1 million de tonnes de pétrole brut et 5,5 millions de tonnes d'essence synthétique. Quand le département de planification militaire allemand exigea des entreprises industrielles qu'elles s'équipent d'installations modernes pour mener à bien une production à grande échelle, les experts en affaires militaires et industrielles n'en comprirent tout d'abord pas le sens. Et ce n'est que lorsque deux grandes entreprises de production automobile américaines pénétrèrent le marché européen et installèrent une nouvelle usine en Allemagne qu'ils y virent plus clair. Les meilleurs experts allemands furent envoyés à Détroit pour apprendre le savoir-faire de la production de modules de pipeline et leur exploitation. Les ingénieurs allemands visitèrent des usines aéronautiques et furent également autorisés à observer les autres installations militaires importantes. Ils apprirent beaucoup de la technologie et, finalement, utilisèrent ces techniques pour tenir tête aux États-Unis. Parmi les entreprises qui maintenaient une coopération étroite avec le système de production militaro-industriel allemand se trouvaient General Motors, Ford Motor Company, General Electric et DuPont.
Toutes ces entreprises étaient détenues par la banque Morgan, la Chase Manhattan Bank de Rockefeller ou la Warburg Bank of Manhattan. Une guerre coûteuse et une monnaie dévaluée. Winston Churchill à Franklin Roosevelt évoquant la guerre inutile. Ouvrez les guillemets. Il n'y a jamais eu de guerre plus facile à arrêter que celle qui vient de ravager ce qui subsistait du monde après le conflit précédent. Fermez les guillemets. Connaissant l'esprit malicieux de Churchill, il aurait pu dire, en paraphrasant Napoléon Bonaparte, qu'il est beaucoup plus difficile de commencer une guerre que de la terminer. En effet, pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, il aurait suffi que les représentants officiels des belligérants s'assoient autour d'une table et discutent. Ils auraient pu négocier les conditions de fin du conflit en répartissant les pertes et les gains de chaque partie en présence. Mais commencer cette guerre-là fut beaucoup plus éprouvant car il fallut construire le consentement du peuple par la propagande médiatique, mécanisme long et coûteux dans une société démocratique. Cela ennuie beaucoup les banquiers. Comme le soulignait Morton à propos des banquiers internationaux, dans leurs yeux, il n'y a ni guerre ni paix, ni slogan ni déclaration, ni sacrifice ni honneur. Ils ignorent ces choses qui brouillent la vue des gens. Napoléon Bonaparte, qui connaissait également la vraie nature des banquiers, avait vu juste. L'argent n'a pas de patrie. Les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Ayant déjà considérablement souffert de plusieurs mises à sac par la haute finance, le peuple américain était prévenu et il était désormais difficile de le berner au lendemain de la déclaration de la Première Guerre mondiale et de la crise de 1929. Personne n'était plus disposé à devenir de la chair à canon pour Wall Street, ni à envoyer ses enfants sur le front en Europe. Les pays tout entiers étaient envahis par un sentiment isolationniste que les banquiers détestaient tant. En 1935, une commission spéciale dirigée par le sénateur Gerald Nye publia un épais rapport de plus de 400 pages, divulguant les secrets de la participation des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Ce rapport énumérait les complots et les actes illégaux des banquiers et des fabricants d'armes. En y ajoutant les auditions de Morgan, qui s'étaient déroulées peu de temps auparavant, et la révélation sur les scandales du crash de 1929, tout cela fit monter dans le peuple un très fort sentiment contre la guerre. À cette époque, le best-seller de Walter Millis, Road to War, provoqua un débat populaire houleux sur la question de la guerre. Conformément à l'opinion publique, les États-Unis firent voter 3 lois sur la neutralité pour éviter de se faire prendre à nouveau au piège de l'engagement dans une guerre mondiale. Concernant l'économie intérieure, le New Deal de Roosevelt était en place depuis déjà plus de 5 ans et l'économie américaine n'avait connu aucune amélioration notable. Le taux de chômage atteignait encore 17% et, en 1938, les États-Unis entrèrent à nouveau dans une grave récession. Roosevelt et les banquiers estimèrent que les préconisations de Keynes en faveur du superdéficit et de la monnaie bon marché représentaient la seule voie pour sauver l'économie et qu'il n'y avait que la guerre pour parvenir à ce résultat. Après l'abolition de la convertibilité du dollar en 1933, tous les obstacles techniques sur le chemin conduisant à la guerre étaient écartés. On supprima ensuite les résistances psychologiques grâce à la propagande et aux médias. Charles Tansil, un professeur d'histoire de l'université de Georgetown, pensait que les combats contre le Japon avaient été planifiés avant même que Roosevelt ne devienne président en 1933. En effet, dès 1932, la Navy avait procédé à des tests qui démontraient qu'il était possible de frapper la flotte du Pacifique à 60 miles nautiques des côtes de Pearl Harbor. En août 1940, les services de renseignement américains déchiffrèrent les codes secrets de l'armée japonaise ainsi que des télégrammes qu'ils avaient interceptés. Les machines à décoder fabriquées aux États-Unis furent envoyées un peu partout dans le monde, sauf à Pearl Harbor, qui était pourtant la plus grande base américaine du Pacifique. De nombreux historiens considérèrent que Roosevelt savait d'avance que la marine japonaise allait attaquer Pearl Harbor. Le 13 janvier 1943, à Casablanca, Roosevelt et Churchill annoncèrent que l'Allemagne devait se rendre sans condition. Les partisans de Hitler en Allemagne commencèrent à se détourner du Führer, à la grande surprise de ceux qui étaient en pleine négociation. En effet, dès août 1942, l'Allemagne avait proposé aux Alliés de signer une paix sous conditions, notamment en acceptant de retourner aux frontières d'avant 1er septembre 1939, ce qui aurait permis au régime nazi de survivre malgré tout à la défaite militaire et géopolitique d'une guerre vouée à l'échec. La déclaration intransigeante de Roosevelt porta un sérieux coup aux forces qui militaient contre la guerre à l'intérieur de l'Allemagne. Les forces allemandes qui voulaient en interne le renversement d'Hitler et du régime nazi commencèrent à planifier un putsch militaire.
Kissinger expliqua ainsi le mobile de Roosevelt dans la déclaration de Casablanca. Le président américain avait proposé cette ligne d'action pour diverses raisons. Il craignait qu'une discussion des conditions de paix avec l'Allemagne soit un facteur de division, et il voulait concentrer toute l'énergie des Alliés sur la victoire. Il désirait aussi convaincre Staline qui livrait la dure bataille de Stalingrad et qu'il n'y aurait pas de paix séparée. Mais surtout, Roosevelt voulait empêcher l'Allemagne de se lancer plus tard dans un nouveau cycle de revendications révisionnistes sous prétexte qu'elle avait été amenée à mettre fin à la guerre par des promesses non tenues. Kissinger parle évidemment avec raison, mais, dans les faits, cette guerre cruelle et coûteuse fut prolongée de plus de 2 ans, causant des morts et des destructions innombrables. Les nazis firent des millions de victimes, parmi lesquelles un très grand nombre de juifs, et, si la guerre s'était arrêtée en 1943, beaucoup d'entre eux auraient probablement survécu. Mais une capitulation allemande prématurée aurait présenté un cruel manque à gagner pour les banquiers internationaux, qui commençaient tout juste à s'échauffer. Pourquoi lâcher une si bonne occasion d'engranger des profits ? En outre, au sortir de la guerre, la dette nationale américaine, qui avait été de 16 milliards en 1930, avait grimpé en 1946 à 269 milliards. Les thèses keynésiennes du financement du déficit et de la monnaie bon marché furent vérifiées dans les décombres fumants de la Seconde Guerre mondiale, qui fut à nouveau une grande aubaine pour les banquiers internationaux.